Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Taïwan, Angers, l'Inde et l'Espagne, c'est encore un beau programme qui se prépare aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous serons à Ibiza. 17 espèces de figuiers, des maisons traditionnelles, un refuge pour le philosophe allemand Walter Benjamin, alors que l'Europe était au bord de la tempête. Ici, il découvre un lieu précapitaliste, un endroit où il peut développer sa pensée sur l'opposition entre l'ancien et le moderne. Pour lui, le progrès, même s'il est nécessaire, est une arme qui détruit peu à peu la tradition. Je viens 300 jours par an, car j'ai beaucoup de stress au travail. Donc je viens ici pour me détendre après le travail. On peut profiter du beau paysage et on peut aussi discuter et échanger des idées avec les amis. À Taïwan, on a appris à marier l'eau et le feu. Vous allez découvrir l'une des occupations favorites des habitants de l'île, les sources thermales. Un art de vivre où la géopolitique a eu son rôle à jouer, vous verrez. Cette spécialité nous vient du nord-ouest de l'Inde, c'est le lalmas. Il faudra donc du piment, pas mal de piment, pour cuisiner ce plat qui est tellement puissant qu'au temps des rois, il leur permettait de chasser toute la nuit. Super. Pas trop piquant? Non. Oui, pas pour vous. Pour moi, non. Pour vous, peut-être. Dans l'incontournable, je vous présenterai une femme qui, comme l'abbé Pierre, a donné de sa personne pour que des milliers de gens aient un abri. Ma grand-mère envoie une lettre finale aux autorités compétentes pour dire tel jour à telle heure, je briserai la serrure et je mettrai une famille dans ce logement vacant. Mais avant tout cela, c'est la devinette. Savez-vous d'où vient la fascination d'Agnès Varda pour la mer? Varda en a fait un thème récurrent de son œuvre. La mer Méditerranée près de Sète, l'océan Atlantique de son île fétiche Noirmoutier, la mer du Nord qu'elle visitait enfant. C'est une période particulière de sa vie qui explique, d'après ce qu'elle a dit, ce rapport fusionnel avec l'eau salée. Laquelle? La réponse, ce sera dans moins de 45 minutes. On a souvent parlé de l'importance de la marche pour les philosophes, avec Rousseau dans les Alpes ou Nietzsche dans l'arrière-pays niçois. Eh bien, l'Allemand Walter Benjamin, lui, c'est sur les chemins d'Ibiza qu'il a développé sa pensée. Et c'est notre inspiration. Là, s'offrit à nous une image d'une perfection si accomplie qu'il se produisit en moi quelque chose d'étrange. C'est qu'à proprement parler, je ne la voyais pas. Elle ne me frappait pas. Sa perfection la mettait au bord de l'invisible. Tel un mirage, l'île d'Ibiza s'offre comme un refuge providentiel au philosophe juif allemand Walter Benjamin. En 1932, le penseur, traducteur et critique d'art vit dans une extrême précarité à Berlin, secoué par une violente crise économique et la montée du nazisme. La petite île blanche et alors sauvage des Baléares, réputée pour son climat doux et sa vie très bon marché, attire des intellectuels de toute l'Europe. C'est dans ces paysages arides, au sein d'une population ancrée dans ses traditions et encore épargnée par la modernité, que Walter Benjamin aiguise sa pensée anticapitaliste. Lors de 2 séjours sur l'île, il écrit des textes fondateurs, rassemblés dans 2 livres, Récits d'Ibiza et Expérience et pauvreté. C'est dans l'ouest de l'île, dans la petite ville de pêcheurs de San Antonio, que Walter Benjamin pose ses valises en avril 1932. Il rejoint une famille d'amis allemands, les Noguerat, installés dans ce coin très reculé, avec comme unique décor une finca, une ferme traditionnelle et son moulin à vent. Après des mois d'errance et de souffrance, ici, il trouve la paix. Le fils de ses amis est étudiant et réalise à Ibiza une thèse sur la vie paysanne. À ses côtés, le penseur explore l'île dans toute sa rusticité. En 1932, comme beaucoup d'intellectuels espagnols et européens, Benjamin est subjugué par l'atmosphère unique de l'île. La maison paysanne séduit. Cet habitat traditionnel, ibicenco, réputé pour ses formes pures, fonctionnelles, qui font penser un peu au Bauhaus.
Benjamin tombe amoureux de cette atmosphère et va écrire sur le mode de vie paysan, les champs et les paysages. Le blanc resplendissant des murs, même dans l'ombre, saute aux yeux. Et devant le mur du fond, il y a normalement dans la salle de 2 à 4 chaises parfaitement alignées, symétriques. Par la façon dont elles sont disposées, la modestie de leur aspect, mais la beauté étonnante de la vannerie et de leur simple présence, elles ont beaucoup à dire. Dans les années 30, c'est une décennie où on lutte contre la bourgeoisie, que ce soit dans l'art, dans l'architecture ou dans la littérature. Et Benjamin n'est pas le dernier à adhérer à cette pensée. Ici, il découvre un lieu précapitaliste, un endroit où il peut développer sa pensée sur l'opposition entre l'ancien et le moderne. Pour lui, le progrès, même s'il est nécessaire, est une arme qui détruit peu à peu la tradition. L'authenticité d'Ibiza sonne comme une utopie pour le philosophe. Au moment même où l'Europe se remet des séquelles de la Première Guerre mondiale. Bouleversé par le lien qui semble unir les habitants de cette île très rurale, il écrit des articles, des essais ou encore des poèmes qu'il envoie à des journaux allemands et développe l'un de ses concepts les plus importants. Il pense que l'art de narrer est en train de se perdre, comme plein d'autres choses. Quand il parle de l'art de narrer, il parle de l'art populaire et traditionnel de dire des contes, qui servaient notamment à sociabiliser. C'était un moyen de transmettre le savoir, des grands-parents aux petits-enfants, des parents aux enfants. Il avait une vision profondément marxiste sur la question. Celui qui ne s'ennuie jamais ne saurait être conteur. Mais l'ennui n'a plus sa place dans notre monde. Les activités qui lui sont secrètement et intimement liées sont tombées en désuétude. C'est là l'unique raison de la disparition du don de conter des histoires. Car tandis qu'on les écoute, plus personne ne tisse, ni ne file, ne racle, ni ne tresse. Le penseur s'imprègne des traditions de l'île, mais aussi de sa nature. Il s'adonne au plaisir de la randonnée, en particulier sur le mont Satalaya, le plus haut sommet d'Ibiza qui offre un point de vue imprenable. Benjamin a tout de suite été marqué par les paysages de l'île, de ce paradis archaïque, comme il le définit. C'était un grand marcheur. Pendant son séjour, il a écrit beaucoup de textes à partir de ses balades, comme par exemple le célèbre « Au soleil ». Il y décrit les amandes, les différents types de figues. Je crois qu'il en compte 17 variétés. J'imagine que pour lui, tout ça est très exotique, lui qui vient d'Allemagne. On dit qu'il y a sur l'île 17 sortes de figues. Il faudrait connaître leur nom, se dit l'homme qui chemine au soleil. Ce n'est pas tout de voir les champs et les animaux qui donnent à l'île son visage. Le paysan, lui, a la clé de ce code. Il connaît le nom. Ce que je remarque surtout ici, c'est ce silence. On a perdu l'habitude de l'entendre dans nos vies citadines. Il y a un moment, il faut savoir écouter. C'est ce sur quoi Benjamin nous alerte. Il faut savoir serrer le frein à main. Ces textes nous touchent forcément, ils nous parlent. C'est une littérature très vivante. Dans le silence de la marche, Benjamin se plonge dans son passé. À travers les paysages de l'île, c'est celui de son enfance que l'écrivain, âgé de 40 ans, recompose. Depuis cet exil, il récolte des souvenirs d'une jeunesse épargnée par les tumultes du XXe siècle.
Le fait qu'il ait vécu ici dans des conditions matérielles très précaires, sans ses livres, sans toutes les choses qui alimentent sa littérature et ses écrits, ça l'a poussé à se plonger dans ses souvenirs d'enfance qu'il avait à portée de main. C'est une manière de se connecter avec lui-même. Après ce premier séjour de plénitude, Walter Benjamin décide de revenir à Ibiza un an plus tard, en 1933. Le philosophe juif fuit cette fois-ci une Allemagne dirigée par Hitler. Mais lorsqu'il retourne à son refuge espagnol, c'est la désillusion. Ce voyage est très différent du premier. Ibiza a beaucoup changé en un an. On le voit dans les cartes que Benjamin écrit à ses amis. Il se plaint beaucoup de cela. Le tourisme, qui jusque-là n'existait pas à Ibiza, est tout juste en train d'émerger. Par exemple, Benjamin va voir sous ses yeux les 2 premiers hôtels de l'île se construire. C'est un observateur extraordinaire. Que ce soit dans son journal, dans une lettre ou n'importe où, il raconte toujours ce qui lui attire l'attention, comme l'histoire de l'apparition de ces hôtels dans le paysage, qui pour lui annonce la catastrophe. Cette modernité qui s'invite sur l'île menace l'utopie du philosophe. Walter Benjamin radicalise alors sa pensée. Il pressent qu'un second conflit mondial est inévitable. Car ce lien qui faisait la grande richesse des hommes et que l'île était parvenue à préserver est désormais ébranlé. C'est l'objet de l'un de ses textes majeurs, Expérience et pauvreté. Nous sommes devenus pauvres. Nous avons sacrifié, bout après bout, le patrimoine de l'humanité. Souvent, pour 1/100 de sa valeur. Nous avons dû le mettre en dépôt, au mont-de-piété, pour recevoir en échange la petite monnaie de l'actuel. La crise économique est au coin de la rue. Derrière elle, une ombre, la guerre qui approche. Cette possible guerre rappelle celle de 14-18, dont Benjamin a été témoin. Elle a été suivie en Allemagne d'une crise profonde, mais aussi d'une grande période de créativité. Dans la blancheur de son île ensoleillée, le philosophe s'accroche alors à l'espoir d'une issue positive. C'est un texte qui, je pense, est capital dans la pensée de Benjamin. Il nous parle de la pauvreté de l'expérience, qui est en fait un concept qui existe déjà au XIXe siècle, mais qu'il va adapter à des situations plus contemporaines. Par exemple, il développe cette idée au moment du retour des soldats de la Première Guerre mondiale. Il s'est rendu compte que lorsqu'ils sont rentrés, ils ne pouvaient rien raconter. Ils étaient devenus totalement muets. L'absence de récit de cette période a donné naissance à l'art contemporain, à l'avant-garde. C'est comme si leur mutisme avait généré un besoin de se réinventer, en faisant table rase. Il fallait repartir de zéro. La vie de Benjamin sur l'île est de plus en plus dure. Il arrive à peine à se loger et à se nourrir. Avec son ami Jean Selz, critique d'art français et premier traducteur de ses œuvres, il soigne son anxiété dans la vieille ville d'Ibiza lors d'errances hallucinées. Leur relation est sans aucun doute le fruit d'une entente intellectuelle très intéressante. Ils ont fait de nombreuses expériences ensemble, en 1932 en fumant du hashish notamment, et en 1933 avec l'opium. Ils organisaient des cérémonies qu'ils racontent d'ailleurs tous les deux dans leurs écrits. Je ressentais en même temps une telle légèreté, une telle assurance en marchant, que le sol, irrégulièrement pavé de la place que je traversais, me donna l'impression de se muer en la surface d'une route où, vigoureux pèlerin, je cheminais dans l'obscurité de la nuit. Benjamin a désormais le statut d'exilé et sait qu'il ne peut plus revenir dans son pays d'origine.
Pour le philosophe, l'effondrement est imminent. Le territoire de l'île est truffé d'agents secrets du Reich. L'étau se resserre. Il est très inquiet. Il n'a aucune idée de ce que sera son avenir. Il remet tout en question. Est-ce qu'il reste vivre ici ou est-ce qu'il part vivre à Paris? C'est ce qu'il fera finalement, mais sans trop de conviction. Il passe ici 6 mois très difficiles. Il s'inquiète aussi beaucoup pour sa famille. Il ne sait pas s'ils ont réussi à s'enfuir d'Allemagne ou pas. C'est vrai que lorsqu'on lit ses lettres de l'époque, on voit que c'est un homme très préoccupé. Benjamin quitte finalement son île pour Paris. Quelques années plus tard, lorsque la guerre éclate, il tente de s'enfuir aux États-Unis, mais n'y parvient pas et se suicide en 1940. Le philosophe apparaît aujourd'hui comme l'un des grands penseurs du XXe siècle. Sur la petite île des Baléares, sa pensée résonne encore, entre ses figuiers, ses maisons blanches et ses habitants qui, contre vents et marées, continuent de défendre ce lien qui les unit. Alors que Walter Benjamin philosophait, le roi Alfonso XIII, lui, se livrait à un tout autre genre d'activité puisqu'il a été le premier producteur de films porno en Espagne. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. On a du mal à croire que cet homme, légèrement empoulé dans son habit amidonné, assis sur son trône, ait été le promoteur infatigable de l'industrie pornographique. Le roi Alphonse XIII n'a pas uniquement régné sur l'Espagne de sa naissance en 1886 à la proclamation de la Deuxième République en 1931. Il a également été le roi du porno. Il a financé pour son plaisir personnel des dizaines et des dizaines de films qui seraient aujourd'hui classés X. Les historiens pensent même qu'il aurait contribué à l'écriture des scénarios et au casting. Seuls 3 de ces films sont parvenus jusqu'à nous. Ils ont été retrouvés, vous n'allez pas le croire, dans un couvent. À Valence, franchement le meilleur endroit pour planquer ce genre d'images. C'est la cinémathèque de la ville qui les a ensuite restaurés. Ils portent des titres évocateurs, rien qu'à les prononcer, on peut imaginer ce qu'on y voit. Le confesseur, le ministre et le cabinet de consultation pour femmes. Évidemment, à cette heure de grande écoute, nous ne pouvons pas vous montrer grand-chose de ces œuvres considérées comme les premiers films porno de l'histoire du cinéma espagnol. Nous nous contenterons, en plus de ces images, d'une chaste description, des images muettes, car à l'époque le cinéma est muet, en noir et blanc, qui tire un peu vers le sépia, où l'on voit le plus souvent des femmes replètes et des hommes plutôt minces qui, on ne sait pas pourquoi, gardent tous leur liquette pour faire leur petite affaire. Ce sont souvent des scènes de couple, hommes-femmes, mais aussi femmes-femmes, qui font à peu près tout ce que la nature permet de faire. Qu'Alphonse XIII soit porté sur la chose n'est pas une surprise. Il était l'un des plus fidèles clients de l'hôtel Monaco, une maison close madrilène. Il y avait même sa chambre attitrée, la numéro 20. Ce qui ne l'a pas empêché d'afficher un traditionnalisme de façade. Roi catholique, 7 enfants légitimes. Et si à son époque, ce genre de film était réservé à l'élite, la chose s'est largement démocratisée. L'Espagne, aujourd'hui, figure régulièrement en bonne place dans les classements des pays les plus consommateurs au monde de pornographie. Il y a quelque temps, on avait testé ensemble les onsen au Japon, ces sources thermales chauffées par les volcans. À près de 2000 km du Japon, les Taïwanais, eux aussi, cultivent l'art de se détendre dans des vapeurs sulfureuses. C'est l'héritage. J'aime bien me baigner dans les sources thermales. D'abord parce que ça me détend, et puis ça me fait transpirer. C'est comme faire du sport, mais sans rien faire. Je viens 300 jours par an, car j'ai beaucoup de stress au travail. Donc je viens ici pour me détendre après le travail. On peut profiter du beau paysage et on peut aussi discuter et échanger des idées avec les amis. Mes parents, mes grands-parents pratiquaient tous cette tradition de source thermale. C'est la raison pour laquelle ils sont plutôt en bonne santé. Le bain thermal, c'est une tradition taïwanaise. Taïwanaise, pas tout à fait.
Sur cette île, gâtée par la géologie, si les sources chaudes sont partout, leur usage est d'inspiration récente. Récente et même étrangère, car venue du Japon. L'art des bains est bien plus qu'un mode de vie. C'est tout le rapport bouillonnant des Taïwanais à leur héritage japonais, tantôt banni, tantôt célébré, au gré des remous de l'histoire. Une relation sur fond de ménage à trois avec la Chine. Dans le sud embrumé de l'île, au creux du mont Gento, dit montagne de l'oreiller, il existe un lieu comme la planète en compte peu. Une grotte cachée dont les Taïwanais eux-mêmes ont longtemps ignoré l'existence, les sources de Guanziling. Il y a 300 ans, en 1717, un groupe d'hommes du peuple autochtone Pingpu demanda à voir le chef du village de Tsulo. Ils lui racontèrent qu'en haut de la montagne de Guanziling existait un endroit où le feu sortait de l'eau. Le chef Cho Chong-Swan envoya alors sur place son secrétaire, accompagné d'une vingtaine de personnes. La flamme s'est levée à plus de 3 mètres de haut. Le rocher était noir de suie. Ainsi, durent-ils admettre qu'il existait bien à Taïwan un endroit aussi étrange que mystérieux. Un mystère dû à la géologie de Taïwan, île située sur la zone de collision entre les plaques du Yangtze et des Philippines. Les gaz s'échappant avec l'eau depuis les profondeurs s'enflamment au contact de roches chauffées à l'extrême par des remontées magmatiques. Cette curiosité ne pouvait qu'interroger les habitants de l'île en contredisant leur conception du monde. La grotte de l'eau et du feu est un endroit spécial. Car le feu y sort de l'eau. Or, nous savons tous que l'eau et le feu sont incompatibles. Mais ici, les deux éléments coexistent en harmonie. Une harmonie contre nature pour les nouveaux maîtres de l'île. Des Chinois du continent qui arrivent à Taïwan à la fin du XVIIe siècle. À l'époque, Taïwan était couvert d'une végétation luxuriante. Il y avait beaucoup de bactéries et une odeur de soufre provenant de l'eau de source chaude de Guanziling. Pour les Chinois comme pour les populations indigènes de l'île, c'était un endroit qui faisait très peur. Ils pensaient que ça n'était pas bon pour la santé. Donc ils ne mettaient pas un pied dans ces sources. Même les anciens recommandaient aux jeunes de ne pas y conduire le bétail, afin de ne pas blesser les bêtes. C'était parce que les Chinois Han n'avaient pas l'habitude de se baigner dans les sources chaudes. Mais en cette fin du XIXe siècle, ce rapport des Taïwanais avec leurs sources chaudes est chamboulé par la montée en puissance d'un voisin qui s'est ouvert aux idées occidentales, le Japon. C'est ce que raconte la zone thermale de Beito, à côté de la capitale Taipei. Fondée après la victoire japonaise sur la Chine et l'incorporation de Taïwan à l'Empire japonais en 1895, elle est pensée pour être la vitrine de la culture nippone et de son art de vivre, où le thermalisme baigne la vie quotidienne. Les Japonais ont dépensé beaucoup d'argent pour construire ce bâtiment. Vous pouvez donc voir que ce bâtiment est en fait très moderne. À l'extérieur, il ressemble à une maison occidentale, alors qu'à l'intérieur, c'est couvert de tatami. C'est un mélange du style japonais et occidental.
A grandi en 1923 à l'occasion de la visite du prince héritier Hirohito, futur empereur du Japon. Les anciens bains de Beito sont une réplique exacte de ceux d'Izuyama, situés dans la préfecture japonaise de Shizuoka. Lorsque l'on arrive dans un bain public, il faut enlever ses chaussures. Habituellement, les bains publics étaient toujours divisés en deux. Un côté pour les hommes et un côté pour les femmes. Le grand bassin était destiné aux hommes et le petit bassin aux femmes et aux enfants. À travers la taille du bassin, on peut voir qu'autrefois, on valorisait davantage les garçons que les filles. Après avoir pris le bain, les clients pouvaient remonter au premier étage où se trouvaient des tatamis pour se reposer et manger. Parfois, il y avait quelques activités pour se divertir. On pouvait y voir des spectacles comme de la danse japonaise ou de la musique et même faire une partie de jeu de Go. Car une fois que le corps est détendu, il semble que l'esprit ait besoin de s'amuser. Les premières années, les sources thermales sont exploitées pour permettre aux soldats japonais blessés de se faire soigner. Loin de considérer l'île comme un territoire occupé, les Japonais souhaitent en faire une province à part entière et ouvrent les bains aux Taïwanais. Lorsque les Japonais ont colonisé Taïwan, ils s'étaient donné pour mission de civiliser les Taïwanais. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont construit un endroit aussi beau. C'est un peu comme s'ils disaient aux Taïwanais « Nous, les Japonais, nous sommes super. Adoptez notre mode de vie sans vous poser de questions. » Dès que la construction de ce bain public a été terminée, de nombreux hommes d'affaires et soldats japonais ont construit des petits hôtels thermaux le long du ruisseau Beito. Et la station thermale de Beito se développe, fréquentée par un public plutôt aisé, aussi bien japonais que taïwanais, surtout des hommes. Les gens disaient qu'ils venaient au village thermal de Beito pour les sources chaudes. Mais en fait, ils venaient pour boire et manger, chanter avec des filles et à la fin sans doute aussi pour finir la soirée dans la chambre à coucher avec elles. Car la prostitution était légale à Beito. Il n'y avait qu'à cet endroit qu'elle était légale sur l'île. C'est la raison pour laquelle il y avait là tant d'activités sexuelles. Peu à peu, l'idée de village thermal a fusionné avec l'idée de village des tendresses, comme on dit ici. À côté de ces bains d'exception, l'île se couvre aussi d'innombrables établissements familiaux. 50 ans de présence japonaise ayant mis les bains au cœur de la culture locale. Quand les Japonais quittent l'île en 1945 après leur défaite, les bains continuent de faire vivre bien des Taïwanais, comme la famille Lin, qui tient les thermes de Long Nice Hot Spring depuis plusieurs générations. Nous vivons ici depuis l'époque de mes grands-parents. J'y suis née. Cet endroit est comme ma maison, mais avec une baignoire super grande et des sources chaudes naturelles. Quand j'étais petite, j'avais l'impression que tout le monde venait dans ma salle d'eau pour prendre son bain. C'est pour cette raison que ce lieu est si spécial pour moi. Les bains sont séparés, hommes d'un côté, femmes de l'autre. On s'y baigne tout nu, c'est-à-dire sans vêtements, exactement comme dans le sento japonais. Le sento, l'art du bain au Japon. Un pays dont la culture est restée profondément ancrée dans le cœur des Taïwanais. Quand nous étions jeunes à la maison, mon grand-père nous enseignait le japonais. Nous devions dire bonjour en japonais comme « Je suis rentré ». Grand-père nous a aussi appris à chanter des chansons japonaises. Mes grands-parents étaient profondément influencés par la culture japonaise. Nous avons beaucoup de photos de mes grands-parents avec des Japonais. C'est eux qui nous ont transmis cette culture. Une culture pourtant mise à mal par les autorités.
4 ans après le départ des Japonais, en 1949, le dirigeant chinois Chiang Kai-shek, en guerre contre les armées communistes de Mao, se replie à Taïwan. Fervent nationaliste, il souhaite affirmer l'identité chinoise de Taïwan. L'île devient le cœur de sa république chinoise, depuis laquelle il espère reconquérir le continent. Pour marquer sa différence avec les communistes, le dirigeant conservateur se veut défenseur des bonnes mœurs. Il s'attaque à cette industrie des bains. Peu de temps après le départ des Japonais, le gouvernement taïwanais a commencé à balayer l'industrie du sexe pour rendre cet endroit correct. On a connu une vraie baisse de régime quand cette industrie a été interdite. Car cela a bouleversé une coutume qui était jusque-là plutôt liée à l'alcool et aux filles de compagnie. Et de moins en moins de gens ont fréquenté les bains. Le coup de grâce est porté à la fin des années 60 quand aux États-Unis, des journaux publient des photos de soldats américains en compagnie de Taïwanaises aux mœurs légères. Quelques années plus tard, la prostitution est définitivement interdite à Beitou. Les établissements ferment les uns après les autres. Il faut attendre les années 80 et la fin de la loi martiale pour que les Taïwanais puissent de nouveau renouer avec leur passé japonais. Les stations thermales renaissent, soutenues par le gouvernement, comme celle de la famille Lin. Maintenant, c'est nous, les 3 sœurs, la 3e génération qui la gérons. Car les gens accordent de plus en plus d'attention à leur santé et au bien-être. Donc, ce qui les attire, peu importe que cette culture appartienne au Japon ou à Taïwan, ce sont les sources chaudes. Ce retour aux sources s'est généralisé partout dans le pays. À l'heure où les Chinois affirment leurs prétentions sur la région, la part japonaise de l'identité taïwanaise est plus que jamais mise en avant. C'est un festin royal qu'on vous offre aujourd'hui dans Papille. Vous allez découvrir l'une des spécialités du Rajasthan, le lalmas. Le lalmas, c'est un plat qui serait né à cause d'un roi pas très fan du goût très fort de la viande qu'on lui servait. Pour le satisfaire, on aurait ajouté des grandes quantités de piment. Voilà la recette, grâce à Niranyan. C'est Papille. J'ai besoin de 2 kilos de chèvre, du jarret, des côtes ou du gigot si tu as ça. Je m'appelle Niranyan Singh Shekhawat et vous êtes ici chez moi dans la ville de Jaipur. Aujourd'hui, je vais vous préparer un lalmas. Dans notre tradition, le lalmas était le repas typique des parties de chasse des rois. Quand ils partaient plusieurs jours, c'est ce qu'ils mangeaient au campement avec chacun leur variante. C'est un plat qui est ancré dans la culture et dans l'esprit des habitants du Rajasthan. Je ne vous ai pas présenté mon cousin. Nous aimons cuisiner ensemble. Il faut être au moins 2 pour préparer le lalmas, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il faut laver la viande, couper les oignons, puis ensuite faire la pâte de piment. Toutes ces choses sont fastidieuses pour une seule personne. Il faut que notre marmite soit bien chaude. Une fois que la bonne température est atteinte, on ajoute de l'huile végétale ou du beurre clarifié dans notre cas. On s'adapte en fonction de la quantité de viande. Là, j'en mets environ 250 grammes. Voilà, l'oignon a pris une couleur brune, nous allons ajouter la chèvre. Nous allons maintenant préparer une pâte faite de piment et de graines de coriandre.
Ça donnera une texture presque crémeuse au plat. Ça va lui donner aussi sa couleur rouge typique. Je vais m'asseoir un peu. Oui, c'est important d'être confortablement installé. Sans ça, l'esprit est distrait et le travail est mal fait. Quand on est totalement impliqué, on cuisine bien. Maintenant, nous allons ajouter la pâte de piment et de graines de coriandre. On en ajoute jusqu'à ce que le plat soit bien rouge. Voici de la poudre de kachari, du concombre sauvage. Il va naturellement attendrir la viande. Au temps des rois, ils utilisaient très peu de produits laitiers pour cuisiner. Alors pour reproduire ce goût un peu aigre, ils prenaient cette poudre facile à trouver puisque ça pousse en pleine nature. Voilà, nous y sommes. Traditionnellement, on n'ajoute rien. Mais aujourd'hui, tout le monde le sert avec de la coriandre fraîche. D'abord parce que c'est beau, et ensuite parce que ça ajoute de l'arôme et de la texture. Ici, on mange ça avec des bâtis. Super. Pas trop piquant? Non. Oui, pas pour vous. Pour moi, non. Pour vous, peut-être. Quand on mange à l'almas, il faut qu'on ait le nez qui coule un peu et les yeux qui pleurent. Si c'est le cas, alors c'est que c'est un vrai lalmas. À la déesse mère. Au temps des rois, on le consommait accompagné d'une boisson à base d'opium. Après ça, vous et votre cheval aviez assez de force pour chasser jusqu'au bout de la nuit. À Angers, je vais vous présenter maintenant une super-héroïne. Une femme qui a mis à l'abri des milliers de personnes. C'est l'incontournable. Dominée par sa cathédrale monumentale, protégée par les solides tours de son immense château, la ville d'Angers a failli être défigurée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la cité a été victime de nombreux bombardements qui l'ont laissée exsangue. C'est alors qu'elle a vu émerger une héroïne, adepte des actions coup de poing, Christine Brisset. Son petit-fils, Jean-François Arnold, nous ramène dans l'après-guerre à Angers. Il y a eu 9000 logements détruits et plus de 1800 logements partiellement endommagés. Un quart de la population angevine à la rue ou vivant dans des taudis. Ces taudis sont des espaces dans lesquels il y a parfois un toit où il n'y a ni eau, ni électricité, ni fosse septique. On vit dans la boue, on vit avec les rats. Une ordonnance prise en 1945 autorise pourtant le relogement des familles dans les résidences secondaires inhabitées, ce qui ne manque pas à Angers. Mais la loi n'est pas appliquée. La journaliste quadragénaire Christine Brisset, résistante de la première heure, en fait un combat personnel. Donc après les premiers articles qu'elle a fait dans le Courrier de l'Ouest, elle reçoit tellement de lettres demandant de l'aide qu'elle crée donc un service d'aide. Et c'est comme ça qu'elle est contactée par un syndicaliste et se dit « mais nous, on est un syndicat de gens qui essayons de réfléchir aussi au problème du logement. On a décidé, nous, d'aller faire un squattage. Est-ce que vous pourriez venir pour faire un article sur ça ?» Ma grand-mère assiste à ça et dit « c'est la solution ».
Christine Brisset lance le mouvement des squats. Elle recense les maisons vides et propose aux propriétaires de les louer au prix du marché. Quand les propriétaires refusent, Christine Brisset écrit au préfet. Quand le préfet, au bout d'un mois, n'active toujours pas la loi de 45, ma grand-mère envoie une lettre finale aux autorités compétentes pour dire tel jour à telle heure, je briserai la serrure et je mettrai une famille dans ce logement vacant. Et c'est ce qu'elle a fait sur 10 ans. Il y en a eu plus de 800. En brisant elle-même les serrures, Christine protège les squatteurs. Elle est la seule à pouvoir être attaquée en justice. Les nouveaux occupants, eux, se chargent de payer le loyer comme des locataires normaux. Je crois qu'il n'y a eu que 5 propriétaires qui ont porté plainte. Les autres se disant, bah, finalement, j'ai un loyer, ils m'ont payé. L'abbé Pierre, qui n'a pas encore lancé son vibrant appel, vient la voir à Angers pour s'inspirer de son œuvre. Mais en 1947, la fée des sans-logis organise un squat qui lui attire les foudres d'une partie de la haute société locale. Celui d'une villa qui sert de maison close le week-end. Christine y installe 27 personnes. Attaquée en justice, elle est condamnée à 2 mois de prison. Choquée par cette décision, des milliers de Français écrivent au tribunal qui décide de ne pas exécuter la peine. Et quand elle rentre chez elle, libre, Christine a une belle surprise. Elle reçoit un coup de téléphone du ministre de la Reconstruction, M. Claudius Ploty, qui était, comme elle, un membre de la Résistance, membre du MRP, et qui dit « Christine, je vous soutiens, faites-moi un projet et je vous budgétise 1 milliard de francs. » Avec ses 30 millions d'euros d'aujourd'hui, la Madone des squatteurs peut se lancer dans son grand projet, construire de nouveaux logements. Pour y parvenir, elle applique les préceptes d'un mouvement de coopération lyonnais, les Castors. Des futurs propriétaires s'associent pour bâtir ensemble les logements des uns et des autres. Avec la structure Castor, l'État a compris qu'on pouvait faire ce que moi j'appelle les pré-biscottos, c'est-à-dire que si un groupe se mettait ensemble et construisait son ensemble de maisons, l'État acceptait de prêter de l'argent pour que cette opération puisse se faire. En quelques années, 2000 habitations pérennes sont construites, dont la Tour Violet. Christine, animée par l'urgence, ne respecte pas toujours les procédures. 80% de ces constructions ont démarré sans permis de construire. Mais avec la bénédiction du nouveau préfet, Jean Morin, conscient du manque de logements dans la ville. Quand celui-ci quitte l'Anjou, Christine Brisset devient une cible. Certains investisseurs peu scrupuleux lorgnent sur sa société des Castors angevins, désormais très rentable. C'est quand même un patrimoine immobilier, il y avait des terrains, mais il y avait aussi des constructions en location, donc il y avait un cash flow qui venait. Tout ça a intéressé les grands entrepreneurs. On ne pouvait pas laisser ça, une telle fortune, une telle masse monétaire laissée à des ouvriers ou à une virago bizarroïde, en plus une femme à l'époque. Donc tout a été fait pour la casser et c'est ce qui s'est passé. Condamnée en 1964 pour un détournement de fonds fantaisistes, elle cède la gestion des Castors. Moralement atteinte, elle quitte la ville. Réhabilitée par la justice en 1978, Christine Brisset termine sa vie en 1993 à Paris, oubliée de tous. Mais pas des 10 000 angevins qu'elle a sortis des taudis, ni de son ami, le préfet Jean Morin. Au funérailles de ma grand-mère, Jean Morin a fait une élégie qui m'a marqué à vie. Christine, vous n'avez pas vécu hors la loi. C'est la loi qui vous a mis hors d'elle. Adieu Christine. Vous allez maintenant retrouver la vraie justice. La devinette. Vous n'avez pas oublié. Je vous demandais en début d'émission d'où venait la fascination d'Agnès Varda pour la mer. Eh bien, sans doute de son adolescence. En 1940, Varda, la jeune Belge âgée de 12 ans, est obligée de fuir Bruxelles occupée. Elle trouve refuge à Sète. Il n'y a pas de logement disponible en ville, la famille s'installe donc sur un bateau amarré au port. Les Varda vont y vivre pendant près de 3 ans et ce goût du ressac ne quittera plus Agnès Varda. Et voilà, c'est la fin de l'invitation au voyage pour aujourd'hui. Je vous dis évidemment, bis bald.